Quand mon appartement a brûlé, j'ai appelé mes parents, papa a dit, pas notre problème. Tu aurais dû être plus prudent. L'enquêteur des incendies qui m'a appelé hier a demandé, savez-vous qui avait accès à votre appartement la semaine dernière? Ce que les caméras de surveillance ont révélé m'a même laissé sans voix. Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 29 ans. Il y a 6 mois, j'ai perdu ma maison. Et quand j'ai demandé de l'aide à mes parents, ils m'ont dit quelque chose que je n'oublierai jamais, pour le reste de ma vie. Cette nuit-là, mon appartement a brûlé. J'ai perdu 7 ans de souvenirs, en l'espace de quelques heures seulement. Quand j'ai appelé mes parents, désespéré et brisé, mon beau-père a prononcé 5 mots que je n'oublierai jamais, ce n'est pas notre problème. Sois plus prudente. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est arrivé une semaine plus tard, quand la compagnie d'assurance m'a annoncé que mes parents avaient été inscrits comme les seuls bénéficiaires de ma police d'assurance, une police que je n'avais pourtant jamais signée. Et 3 jours après cela, un enquêteur incendie m'a posé une question simple, qui a tout changé, qui a eu accès à votre appartement la semaine dernière? Je connaissais la réponse. Ma mère était venue me voir, pour la première fois en 2 ans. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez ce soir, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a basculé. Le 12 février, à 3h17 du matin. L'alarme incendie a hurlé à 3h17 précise. Je me suis réveillé en sursaut, plongé dans une obscurité si épaisse, que je pouvais presque la goûter. Une odeur chimique, âcre et insupportable. Mes poumons brûlaient, avant même que mon cerveau ne comprenne le feu. Je n'ai pas réfléchi, je ne pouvais pas. Ma main a trouvé mon téléphone sur la table de nuit, et j'ai couru. Pieds nus, en pyjama, sans rien d'autre. Le couloir était un tunnel de fumée noire, éclairé par des lueurs orangées venant d'en bas. J'ai percuté la porte de la cage d'escalier si fort, que mon épaule en resterait bleue pendant des semaines. 4 étages à descendre, chaque marche était une prière, chaque respiration était un coup de couteau. Quand j'ai surgi sur le trottoir, l'air de février m'a frappé comme une gifle. Je me tenais là, grelottant dans mon mince pyjama en coton, regardant les flammes lécher la fenêtre de mon 4e étage. L'appartement 4B, ma maison. Un pompier s'est approché de moi, le visage grave sous son casque. « Madame, êtes-vous la résidente ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Je suis désolé, » dit-il sans détourner le regard. Tout ce qui se trouvait dans cette unité a disparu. Disparu. Le mot n'avait aucun sens. 7 ans de ma vie étaient dans cet appartement. Les photos de mes grands-parents, les seules que j'avais. La guitare que mon défunt beau-père m'avait offerte quand j'avais 16 ans. Mon diplôme universitaire. Mon ordinateur portable, avec chaque projet, chaque souvenir, chaque morceau de ce que j'étais devenu depuis que j'avais quitté le nid. Tout cela, réduit en fumée et en cendres. Je me suis effondré sur le trottoir, serrant toujours mon téléphone. L'écran affichait 3h47 du matin. Autour de moi, les voisins se rassemblaient en peignoir et en pantoufles, en murmurant. Quelqu'un a drapé une couverture sur mes épaules, je ne me rappelle plus qui. Mes mains tremblaient, alors que je cherchais mes contacts. Maman, papa. Ils sauraient quoi faire. Ils viendraient. J'ai appuyé sur « Appeler ». Ça a sonné, encore et encore. 8 sonneries avant qu'elle ne décroche. Evelyne ? La voix de ma mère était pâteuse de sommeil, mêlée à autre chose, de l'agacement. Est-ce que tu sais quelle heure il est ? Maman. Ma voix a craqué. Il y a eu un incendie. Mon appartement. Maman, j'ai tout perdu. Je n'ai nulle part où aller. Je ne. Un silence s'ensuivit. Long, vide. C'est fâcheux, répondit-elle enfin. Fâcheux. Comme si j'avais renversé du café sur ma chemise. J'ai entendu un froissement de drap, puis la voix de mon beau-père Richard, en arrière-plan. Patricia lui a passé le téléphone. Evelyne, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai tout raconté à nouveau. Le feu, la fumée, moi sur le trottoir avec rien d'autre que mon téléphone et mes vêtements de nuit. Je pleurais maintenant, je m'en rendais compte, sans pouvoir m'arrêter. Sa réponse est tombée, plate, finale, ce n'est pas notre problème,
Evelyne. Tu aurais dû être plus prudente. Tu es une adulte maintenant. La ligne a coupé. Je suis restée assise là pendant longtemps, le téléphone encore pressé contre l'oreille, écoutant le silence. Les pompiers continuaient leur travail. Les voisins rentraient progressivement chez eux. Le soleil a commencé à se lever, peignant la fumée d'un orange maladif. Mes parents ne m'avaient pas demandé si j'étais blessé, n'avaient pas proposé de venir, ne m'avaient pas dit qu'ils m'aimaient. Ce n'est pas notre problème. Alors que le choc se transformait lentement en quelque chose d'autre, un souvenir a refait surface. Ma mère, debout dans mon appartement il y a 5 jours, pour sa première visite en 2 ans. Elle s'était présentée à l'improviste, disant que je lui manquais. Elle avait traversé chaque pièce, touchant les objets, posant des questions. À l'époque, j'avais été heureuse, reconnaissante même. Maintenant, assise sur ce trottoir, enveloppée dans la couverture d'un inconnu, je me demandais, pourquoi était-elle vraiment venue? J'ai chassé cette pensée. C'était fou, paranoïaque, mais la question refusait de me quitter. Jason Park m'a sauvé durant cette première semaine. Mon collègue avait une chambre d'amis et un cœur d'or. Il n'a posé aucune question quand j'ai débarqué à sa porte à 6 heures du matin, avec de la cendre dans les cheveux et rien d'autre que mon téléphone. Il m'a simplement tendu une tasse de café et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». 3 jours plus tard, je me suis enfin sentie assez humaine pour m'occuper des assurances. J'ai appelé ma compagnie d'assurance habitation, m'attendant à la bureaucratie habituelle, aux formulaires de réclamation et aux délais d'attente. Mais le conseiller, Greg, avec sa voix monocorde, a posé une question qui m'a fait tressaillir. « Madame Carter, pouvez-vous confirmer votre lien de parenté avec Richard et Patricia Carter ?» J'ai cligné des yeux devant l'écran de l'ordinateur emprunté. Ce sont mes parents, ma mère et mon beau-père. Pourquoi? Un silence. Trop long. Madame Carter, je pense que vous devriez venir à nos bureaux. Il y a quelque chose que vous devez voir. Vous ne pouvez pas me le dire au téléphone? Je pense vraiment, dit-il en s'éclaircissant la gorge, qu'il vaudrait mieux se voir en personne. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Après avoir raccroché, je suis resté à fixer le mur pendant un long moment. Jason m'a trouvé ainsi en rentrant du travail. « Evelyne, ça va? La compagnie d'assurance veut que je passe les voir. Quelque chose à propos de mes parents. » « Tes parents? Quel est le rapport avec ton assurance? » « Je ne sais pas, dis-je en croisant son regard, mais le gars a mentionné un formulaire de désignation de bénéficiaire, daté d'il y a 6 mois. Jason a froncé les sourcils. Un bénéficiaire sur une assurance habitation? C'est bizarre. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Quelque chose n'allait pas, je le sentais, mais j'ignorais encore à quel point. Le bureau d'assurance sentait le café froid et les mauvaises nouvelles. Greg était plus jeune qu'il n'en avait l'air au téléphone, environ 30 ans, avec des yeux compatissants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'a conduite dans une petite salle de conférence et a fermé la porte. « Madame Carter, je tiens tout d'abord à vous dire que je suis vraiment désolé pour votre perte. Merci, mais vous ne m'avez pas fait venir pour des condoléances. » Il a soupiré, et a fait glisser un dossier sur la table. Je l'ai ouvert. Ma police, des trucs classiques, mon nom comme assuré, les montants de couverture, les dates d'effet. Puis, j'ai tourné la dernière page. Désignation de bénéficiaire, Richard Carter, Patricia Carter, 100%. La pièce s'est mise à tanguer. C'est une erreur, m'entendis-je dire. Je n'ai jamais signé ça. Je ne ferai jamais. Madame Carter, coupa Greg en pointant le bas de la page, c'est votre signature. J'ai regardé. Cela ressemblait effectivement à ma signature. Les mêmes boucles, la même inclinaison. Mais je savais. Je savais que je n'avais jamais tenu ce stylo, ni jamais vu ce document. Ce formulaire a été soumis il y a 6 mois, continua Greg doucement. La police d'origine vous listait comme votre propre bénéficiaire, comme c'est la norme. Quelqu'un l'a changé. Il y a 6 mois. Et le montant du versement, 150 000 $. Il marqua une pause. Madame Carter, il y a autre chose. Un enquêteur incendie nous a appelés ce matin. Il pose des questions sur cette police. Mes mains tremblaient.
Je les ai plaqués sur la table. Pourquoi un enquêteur s'intéresserait-il à mes bénéficiaires d'assurance? Greg a soutenu mon regard, je pense que vous savez pourquoi. Je le savais. La réponse pesait dans ma poitrine comme une pierre, mais je ne pouvais pas encore l'exprimer à voix haute. Quelqu'un avait imité ma signature, changé mes bénéficiaires, et 5 jours avant que mon appartement ne brûle, ma mère m'avait rendu visite pour la première fois en 2 ans. Une coïncidence? Je ne croyais plus aux coïncidences. Marcus Webb ressemblait exactement à l'idée qu'on se fait d'un enquêteur incendie. Un visage marqué, des yeux perçants, et une poignée de main qui ne plaisantait pas. Nous nous sommes retrouvés dans un café à 3 pâtés de maison du bureau d'assurance. Terrain neutre. Madame Carter, dit-il en posant sa tasse, je vais être direct avec vous. Je ne pense pas que votre incendie soit un accident. Les mots sont restés suspendus entre nous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les schémas de propagation du feu. Il a sorti son téléphone pour me montrer des photos que je n'avais pas envie de voir. Ma chambre à coucher, carbonisée. Vous voyez ça? Le point d'origine est ici, près de la prise derrière votre commode, mais il n'y a aucune preuve de défaillance électrique. Pas de fil effiloché, pas de dommages dus à une surtension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a aidé ce feu à démarrer. Je fais ce métier depuis 22 ans, je sais à quoi ressemble un accident. Ce n'en est pas un. J'ai entouré ma tasse de café de mes mains, cherchant la chaleur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je pose des questions. Ses yeux ont croisé les miens. Qui a eu accès à votre appartement dans la semaine précédant l'incendie? Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré trop vite. J'ai eu un visiteur, 5 jours avant. Qui? Je me suis forcé à le dire, ma mère. Marcus n'a pas réagi, il a juste hoché la tête lentement, comme si une pièce de puzzle venait de s'emboîter. J'ai vérifié les registres d'entrée de l'immeuble. Serrures électroniques. Il garde des traces. Seules 2 personnes ont accédé à votre unité cette semaine-là, vous, et une femme correspondant à la description de votre mère. Je ne pouvais plus parler. Madame Carter, je n'accuse personne pour l'instant, dit-il en se penchant en avant. Mais je veux que vous compreniez, que cette enquête est active. S'il y a quoi que ce soit d'autre, n'importe quoi, c'est le moment. J'ai pensé au formulaire d'assurance, à la signature falsifiée, aux 150 000 $. Il se pourrait, dis-je, qu'il y ait autre chose. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. J'ai gardé une voix légère, décontractée. Maman, je voulais juste te remercier d'être venue la semaine dernière. Ça a compté pour moi. Une pause. Quand elle a parlé, son ton était prudent. Oh, oui. Tu me manquais, ma chérie. Ça faisait trop longtemps. C'est vrai, dis-je en tripotant un fil sur le canapé de Jason. Dis, une question rapide. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre dans mon appartement? Quelque chose qui n'allait pas? L'enquêteur incendie n'arrête pas de me poser des questions. L'enquêteur incendie? Sa voix s'est durcie instantanément. Pourquoi ferait-il une enquête? Apparemment, il pense que ce n'est peut-être pas un accident. Silence. J'ai compté les secondes. 1, 2, 3, 4. Evelyne, son ton avait complètement changé. Froid, contrôlé. Ne parle pas à ces enquêteurs sans un avocat. Ils déforment tes paroles. Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat, maman? Je suis la victime ici. J'essaie juste de te protéger. De quoi? Un autre long silence. En arrière-plan, j'ai entendu la voix étouffée de Richard demandant quelque chose. Je dois y aller, dit Patricia brusquement. Ton père a besoin de moi. Ton père? Richard est mon beau-père, pas mon père. La ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus, ce qui m'a surprise. Quelque chose avait basculé en moi ces derniers jours. Le deuil de mon appartement et de mes affaires était toujours là, mais en dessous, une chose plus dure se formait, la clarté. Ces conseils n'étaient pas pour me protéger. C'était pour se protéger elle-même. J'ai envoyé un SMS à Marcus Webb, on doit parler. J'ai plus d'informations. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, demain 9 h. Même endroit.
Je n'ai pas dormi non plus cette nuit-là. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui me tenait éveillé. C'était le début d'un plan. Les appels ont commencé le lendemain matin. Ma tante Margaret a été la première. La sœur cadette de ma mère, celle qui envoyait toujours des cartes d'anniversaire. Ma chérie, sa voix dégoulinait d'inquiétude. Ta maman m'a appelé hier soir. Elle est tellement inquiète pour toi. Inquiète à propos de quoi? Eh bien. Une pause délicate. Elle a dit que tu racontais des choses étranges sur l'incendie, et sur elle. Je me suis redressé sur mon siège. Je n'ai rien dit à personne. Evelyne, mon cœur, c'est normal de craquer. Ce que tu as traversé, tout perdre comme ça, n'importe qui aurait du mal à faire face. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Juste que tu es sous l'effet d'un grand stress. Peut-être que tu fais une sorte de dépression. Elle a peur que tu dises des choses que tu ne penses pas. Des choses folles. Folle. Voilà le mot. Je ne suis pas folle, tante Margaret. Personne ne dit que tu le es, ma chérie. On veut juste. Est-ce qu'elle a envoyé un email à toute la famille ou a-t-elle juste appelé? Le silence fut une réponse suffisante. Repose-toi, chérie, finit par dire Margaret. On prie tous pour toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai immédiatement vérifié mes emails. Rien de la part de la famille, mais il y en avait un des ressources humaines de mon entreprise, marqué « Urgent ». L'horodatage montrait qu'il était arrivé il y a 2 jours. J'avais été tellement absorbé par le cauchemar de l'assurance que je l'avais raté. Mon sang n'a fait qu'un tour en le lisant. Nous avons reçu un appel anonyme exprimant une inquiétude concernant votre état mental suite à un récent traumatisme personnel. Bien que nous soutenions nos employés, nous devons programmer une réunion pour discuter de votre aptitude actuelle au travail. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Elle n'essayait pas seulement de voler mon argent. Elle essayait de voler ma crédibilité, mon travail, ma vie. Avant même que je puisse parler, elle s'assurait que personne ne me croirait. La colère qui est montée dans ma poitrine ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Froide, claire, d'un calme mortel. C'est parti, maman. Marcus Webb a haussé un sourcil quand je lui ai parlé de l'email des RH. C'est un coup audacieux, dit-il. Te discréditer avant même que tu ne parles. Ça veut dire qu'elle a peur. Ça veut dire qu'elle est stratégique. Il tapota son stylo sur son carnet. On a besoin de quelque chose de concret, quelque chose qu'elle ne pourra pas justifier. C'est là que je me suis souvenu. L'immeuble, dis-je lentement. Ils ont installé de nouvelles caméras de sécurité il y a 2 mois, dans tous les couloirs. Marcus sortait déjà son téléphone. Quel est le nom du gérant de votre immeuble? 20 minutes plus tard, nous étions assis dans le bureau exigu de Monsieur Henderson, regardant les images sur un petit moniteur. Ici, dit Henderson en pointant l'écran. 7 février. C'est le jour que vous avez mentionné. J'ai regardé ma mère marcher dans le couloir du 4e étage. Elle portait un grand sac noir, du genre qu'on utilise pour le sport ou pour un week-end. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle avant d'entrer dans mon appartement. L'horodatage indiquait 14h07. Henderson a fait une avance rapide. Ma mère est ressortie à 17h12. 3 heures. Elle m'avait dit qu'elle n'était restée que 30 minutes. Mais ce n'était pas le pire. Attendez, dis-je en me penchant. Où est le sac? Nous avons regardé à nouveau. Elle est entrée avec le sac. Elle est ressortie les mains vides. Pouvez-vous vérifier les autres caméras? A demandé Marcus. Les cages d'escalier, le parking. Henderson a acquiescé et a commencé à cliquer. Nous l'avons retrouvée sur la caméra de l'entrée de service. Patricia marchait vers sa voiture à 17h15. Pas de sac. Elle ne l'avait pas non plus emporté par là. Elle l'a laissé dans mon appartement, dis-je calmement. Marcus a pris une note. Ce sac est la clé. Les enquêteurs ont trouvé quelque chose de suspect près de la prise, c'est encore en analyse au labo. Mais si on peut prouver ce qu'elle a apporté, avec la visite de 3 heures et l'origine suspecte du feu. Enfin, nous avons une piste solide. Diana Reeves était exactement ce qu'il me fallait. Une avocate spécialisée dans la fraude à l'assurance,
qui ne croyait pas aux demi-mesures. Cette signature est bonne, dit-elle en tenant le formulaire de bénéficiaire à la lumière. Professionnelle même, mais pas parfaite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a sorti une loupe. À l'ancienne, mais efficace. Vous voyez ces points ici, et là. Elle a tracé des lignes invisibles sur le papier. Des marques d'hésitation. Quand quelqu'un falsifie une signature, il ralentit naturellement à certains points pour essayer de bien faire. Votre vraie signature est fluide, vous la pratiquez depuis des années. Celle-ci présente au moins 3 endroits où le stylo a marqué une pause. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Donc, vous pouvez prouver que c'est un faux. Je peux engager un expert en documents médico-légaux qui pourra le prouver. Diana posa le papier. Diana a sorti un autre document. J'ai déjà demandé les registres des visiteurs pour cette date, et j'ai parlé à l'employé qui a traité ce formulaire. Mon rythme cardiaque a bondi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il se souvient d'une femme, d'un certain âge, cheveux bruns, disant qu'elle s'occupait des papiers pour sa fille, qui était trop occupée par son travail. Diana eut un sourire acéré. Est-ce que cette description vous rappelle quelqu'un? Cheveux bruns. Ma mère teignait ses cheveux gris depuis des années. Peut-il l'identifier lors d'une séance d'identification? Il est prêt à essayer. Diana a rassemblé les papiers. Entre les images de sécurité, l'analyse de la signature et un témoin oculaire potentiel, votre mère s'est peut-être montrée trop présomptueuse. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? On attend qu'elle fasse son prochain mouvement. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. L'invitation est arrivée 3 jours plus tard. La voix de ma mère au téléphone était douce comme du miel, un ton que je reconnaissais depuis mon enfance, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Evelyne, ma chérie, toute la famille s'inquiète pour toi. J'organise une petite réunion ce dimanche. Rien de sophistiqué, juste des gens qui t'aiment, réunis pour te montrer leur soutien après tout ce que tu as traversé. J'ai failli rire. Failli. Une réunion. À la maison, vers 14 heures. L'oncle Thomas, la tante Margaret, les cousins, tout le monde veut te voir. Pour s'assurer que tu vas bien. S'assurer que je suis bien la folle, voulait-elle dire. S'assurer que tout le monde voit la pauvre Evelyne instable, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de compromettant. Je serai là, dis-je. Vraiment? Elle ne put cacher sa surprise. C'est merveilleux, chérie. Ça te fera tellement de bien d'être en famille. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Marcus. Ne la confronte pas, m'a-t-il prévenu. On a besoin de plus de temps. Le mandat est en cours, mais ces choses-là prennent des jours. Je ne vais pas la confronter, mais je veux être là quand la vérité éclatera. Il resta silencieux un instant. Très bien, mais sois prudente, et je serai là dans les 30 minutes suivant ton signal. Ensuite, j'ai appelé Diana. Où en est l'identification par le témoin? C'est fait. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Il a choisi ta mère sur une série de 6 photos. Aucune hésitation. Enfin, j'ai envoyé un SMS à Jason, tu te souviens de la faveur dont j'ai parlé, à propos des sauvegardes sur le cloud et des assignations? Sa réponse fut immédiate, je suis déjà dessus. Les procédures légales prennent du temps, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Appelle-moi. J'ai regardé mon téléphone. 3 alliés, un témoin, des séquences vidéo, et une réunion de famille où ma mère prévoyait de prouver que j'étais folle. Elle pensait me tendre un piège, elle ne savait pas qu'elle marchait droit dans le mien. La maison de mes parents ressemblait exactement à mes souvenirs. Façade blanche, pelouse impeccable, drapeau américain près de la porte, l'image même du respect de la banlieue. Je me suis garé dans la rue, et je suis resté assise dans ma voiture de près pendant un long moment, stabilisant ma respiration. 15 personnes. C'était le nombre de voitures garées dans l'allée. 15 témoins de tout ce que ma mère avait prévu. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Patricia se tenait là, dans ses plus beaux habits du dimanche. Chemisier crème, boucle d'oreilles en perles, expression maternelle inquiète, parfaitement en place. Evelyne. Elle m'a serré dans ses bras, trop longtemps, trop fort. Sa voix portait pour le public derrière elle, mon pauvre bébé. J'ai été tellement inquiète pour toi.
Par-dessus son épaule, je les ai vus. Tante Margaret, oncle Thomas, les cousins Brian et Michel. Des visages que je connaissais depuis toujours, me regardant tous avec la même expression, une pitié prudente, calibrée. Elle avait bien fait son travail. Entre, entre. Patricia gardait son bras autour de moi, me guidant dans le salon comme si j'allais me briser. Tout le monde est là pour toi. Le silence s'est fait quand nous sommes entrés. J'ai scanné les visages. Richard se tenait dans un coin, près de la cheminée, évitant mon regard, son téléphone à la main. Tante Margaret s'est approchée la première. Ma chérie, elle a pris mes mains dans les siennes. Ta maman nous a dit ce que tu traverses. C'est normal de ne pas aller bien. Le stress de tout perdre comme ça. N'importe qui aurait du mal, a ajouté le cousin Brian depuis le canapé. Peut-être que parler à quelqu'un t'aiderait, a suggéré Michel doucement. Un professionnel. J'ai regardé ma famille, ces gens qui me connaissaient depuis la naissance, et je n'ai pas vu une seule personne qui pensait que je pouvais dire la vérité. Pas encore, mais ça allait changer. Patricia a attendu que tout le monde ait un verre à la main. Puis elle s'est éclaircie la gorge. Je tiens à vous remercier tous d'être venus. Sa voix tremblait, c'était parfaitement répété. Comme vous le savez, Evelyne a traversé quelque chose de terrible, et dans des moments pareils, la famille doit se serrer les coudes. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. Mais je dois aussi aborder. Elle s'est interrompue, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Le sujet qui fâche. Je suis resté parfaitement immobile. Ma fille a dit des choses très troublantes ces derniers temps. Le regard de Patricia balaya la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque visage compatissant. À mon sujet, au sujet de son père, au sujet de l'incendie. Richard a tressailli au mot « père ». Il refusait toujours de me regarder. Elle pense que nous. La voix de Patricia se brisa. Digne d'un Oscar. Elle pense que nous avons quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à son appartement. Ses propres parents. Des cris étouffés, des chuchotements choqués. Patricia, non, souffla tante Margaret. Je sais qu'elle souffre, continua Patricia, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Je sais qu'elle a tout perdu, mais nous accuser de quelque chose d'aussi horrible. Richard s'avança, posa une main sur son épaule. Sa voix était plate, notre fille n'est manifestement pas bien. Nous l'aimons, mais nous ne pouvons pas cautionner ses délires. L'attention de la pièce s'est portée sur moi, attendant le déni, la crise de nerfs, la preuve que la pauvre Evelyne avait enfin craqué. Je n'ai rien dit. Mes mains sont restées détendues le long de mon corps, mon expression neutre. Laissez-les regarder. Laissez-les se souvenir de ce moment. Mon silence. Sa performance. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Marcus, j'ai l'intégralité des images. Tu dois voir ça maintenant. Je me suis levé. Excusez-moi, dis-je calmement. J'ai besoin d'un peu d'air. Et je suis sorti, laissant ma mère en pleine scène, son public attendant un acte qui ne viendrait pas. Pas encore. Ok, je dois faire une petite pause ici. Si la performance de ma mère vous fait bouillir le sang autant que moi à ce moment-là, laissez un commentaire avec le mot « démasqué », parce que ce qui va suivre. Disons simplement, qu'elle aurait vraiment dû vérifier si l'immeuble avait des caméras avant sa visite. Abonnez-vous si vous voulez voir comment ça se finit. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Maintenant, retour à l'histoire. Marcus était garé 2 maisons plus loin. Je me suis glissé sur le siège passager, le cœur battant. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il m'a tendu son téléphone. Les images complètes, sous tous les angles. Regarde. J'ai regardé ma mère sur le petit écran. La caméra du couloir la montrait entrant avec le grand sac noir à 14h07, et ressortant à 17h12 les mains vides. 3 heures, dit Marcus. Elle t'a dit 30 minutes. Le sac, c'est là que ça devient intéressant. Il a sorti une photo, du plastique brûlé et des fragments de fil. Les enquêteurs ont trouvé ça près de la prise. Un minuteur numérique, du genre qu'on branche sur les appareils électroménagers. Mon estomac s'est noué. On a tracé le numéro de série jusqu'à un lot vendu chez Henderson & Hardware, à 5 km de chez tes parents.
Une autre photo est apparue, une image granuleuse de vidéosurveillance d'un magasin. 8 jours avant l'incendie, achat en espèces. La femme sur les images a les cheveux bruns, une posture familière, et un sac à main que je reconnais. C'est elle? On aura besoin d'une identification officielle, mais oui, Marcus croisa mon regard, c'est elle. J'ai regardé la maison de mes parents. À travers la fenêtre du salon, je voyais des silhouettes bouger. Ma famille était probablement encore en train de discuter du malheur d'Evelyne, qui avait perdu la tête. Mon téléphone a vibré. Diana. L'identification du témoin est confirmée, dit-elle sans préambule. Il a désigné Patricia. Sans hésiter. Il a dit qu'il se souvenait de son parfum, le Chanel numéro 5. Il dit que sa mère portait le même. J'ai failli sourire. La seule coquetterie constante de ma mère. Marcus, dis-je en me tournant vers lui, dans combien de temps peux-tu procéder à l'arrestation? J'ai soumis la demande de mandat il y a 2 jours, juste après l'identification du témoin. Le juge Morrison l'a signé ce matin. Il a vérifié sa montre. J'ai 2 agents qui me rejoignent ici dans 30 minutes. Il a étudié mon visage, qu'est-ce que tu prévois? Je retourne à l'intérieur. Il a hésité, puis a hoché la tête. 30 minutes, et on en finit. Je suis resté dans la voiture encore un moment pour me reprendre. Les preuves étaient solides, vidéo, témoins, reste du minuteur, signature falsifiée. Ma mère avait été prudente, mais pas assez. Encore une chose, dis-je à Marcus. Les messages de son téléphone? Jason m'avait expliqué ça, les sauvegardes cloud, les SMS que les utilisateurs pensent avoir supprimés, mais qui restent sur les serveurs accessibles par commission rogatoire. La requête légale a abouti ce matin, confirma Marcus. L'opérateur coopère. On devrait avoir l'historique sous 48 heures. Mais je savais déjà ce qu'on trouverait. Elle n'avait pas fait ça seule. Richard savait, il l'avait peut-être aidé. Et quelque part dans ses messages supprimés, se trouvait la preuve. Vas-y, dit Marcus en regardant sa montre. Je serai là à 14h45. Reste calme, laisse parler les preuves. J'ai hoché la tête et ouvert la portière, puis je me suis arrêté. Marcus, pourquoi m'aides-tu autant? C'est plus qu'une simple enquête standard. Il resta silencieux un instant. Ma sœur. Il y a 15 ans, son ex-mari violent a brûlé sa maison pendant qu'elle était au travail. La compagnie d'assurance a essayé de rejeter sa demande, disant que c'était suspect. Sa mâchoire se crispa. Elle a passé 3 ans à se battre pour prouver qu'elle n'avait rien fait. Ça l'a presque détruite. Est-ce qu'elle a gagné? Finalement, oui, mais ça lui a tout coûté. Il croisa mon regard. Quand j'ai vu ton dossier, mère bénéficiaire sans consentement, incendie sans cause accidentelle. J'ai su que quelqu'un essayait de te faire ce qu'on lui avait fait. Je compris alors que ce n'était pas juste un travail pour lui. Merci, dis-je. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand elle aura les menottes. Je suis retourné vers la maison. 25 minutes, et tout basculerait. Le salon est devenu silencieux quand je suis rentré. Patricia était toujours au centre de la pièce, mouchoir à la main, jouant la mère blessée, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux en voyant mon visage. Je ne pleurais pas, je ne tremblais pas, je n'agissais pas comme quelqu'un sur le point de s'effondrer. Evelyne, chérie, se reprit-elle rapidement. Est-ce que tu te sens mieux? Tu veux de l'eau? En fait, maman, j'ai une question. La pièce se tendit. 15 paires d'yeux se fixèrent sur moi. Quand tu es venu à mon appartement la semaine dernière, dis-je d'une voix calme, presque conversationnelle, pourquoi es-tu resté 3 heures? Tu m'avais dit que c'était 30 minutes. Patricia cligna des yeux. Quoi? Je ne me souviens pas exactement de la durée. L'immeuble a des caméras, maman. J'ai les enregistrements. Son visage changea, juste une fraction de seconde. Un éclat de froideur sous le masque maternel. Richard se redressa, Evelyne, ça suffit. Tu te donnes en spectacle. Et le sac que tu as apporté, continuai-je en l'ignorant. Le grand sac noir. Où est-il passé? Parce que tu es entré avec, mais tu es ressorti les mains vides. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les enquêteurs incendies, eux,
le savent. La pièce était plongée dans un silence de mort. La tante Margaret avait la bouche bée. Le cousin Brian avait posé son verre. Même Richard avait cessé de prétendre vérifier son téléphone. Evelyn, la voix de Patricia n'avait plus rien de mielleux. C'était de l'acier pur. J'ignore quels mensonges ces enquêteurs t'ont raconté, mais... Son téléphone se mit à sonner. Celui de Richard sonna au même instant. Ils se regardèrent. Quelque chose passa entre eux, de la peur, je le vis. Une peur réelle. Richard regarda son écran. Il devint livide. Patricia. Sa voix craqua. C'est la police. On sonna à la porte. L'oncle Thomas était le plus proche. Il ouvrit sans réfléchir. Marcus Webb entra, son badge bien en vue. 2 agents en uniforme l'encadraient. Patricia Carter. Ma mère ne bougea pas. Pour la première fois de ma vie, je la vis totalement immobile, pétrifiée, comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Je suis l'enquêteur incendie Marcus Webb. Il traversa la pièce en 4 pas. Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel au second degré et fraude à l'assurance. C'est ridicule. Patricia retrouva enfin sa voix, mais elle était criarde, loin de son assurance habituelle. Evelyn m'a piégé. Elle a tout manigancé, elle est malade. Madame, vous avez le droit de garder le silence, dit Marcus en lui prenant le bras, fermement mais sans violence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Ne la croyez pas. Patricia se tourna vers la famille, son mascara commençant à couler. Elle est instable. Elle invente des choses depuis l'incendie. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens. Les menottes se refermèrent dans un clic qui résonna dans le silence de la pièce. Richard essaya de s'approcher de sa femme, mais le second agent lui barra la route. Monsieur Carter, nous avons également des questions pour vous. Veuillez nous suivre. Ce n'était pas moi. Le visage de Richard se décomposa. C'était son idée. Tout. J'ai juste. Richard. Le cri de Patricia fut brut. Tais-toi. Mais c'était trop tard. La famille avait entendu. Tante Margaret s'effondra dans un fauteuil, la main sur la bouche. Cousin Brian avait l'air d'avoir envie de vomir. Oncle Thomas restait là, secouant la tête lentement. J'ai regardé les policiers emmener ma mère vers la sortie. Elle ne s'est pas retournée vers moi. Elle n'en avait pas besoin. Nous savions toutes les deux comment cela finissait. Pendant un long moment après le départ des voitures de police, personne ne parla. Le salon semblait différent maintenant, plus petit. Les meubles soigneusement disposés, les photos de famille sur la cheminée, les fleurs fraîches que Patricia avait installées. Tout ressemblait à un décor de théâtre après la fin de la pièce. Tante Margaret fut la première à bouger. Elle se leva et marcha vers moi, les larmes coulant sur son visage. Evelyn. Sa voix se brisa. Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû. Tu ne savais pas, j'aurais dû me poser des questions. Elle prit mes mains dans les siennes. Tu es ma nièce, et j'ai juste. Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Cousin Brian s'approcha ensuite. Je ne peux pas croire qu'elle est vraiment. Qu'elle ait pu. Il ne put finir sa phrase. Elle l'a fait, dis-je simplement. Sans colère, juste comme un fait. Un par un, ils sont venus vers moi. Excuses, choc, incrédulité. Certains ne pouvaient pas me regarder en face. D'autres ne pouvaient s'empêcher de me fixer, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Quoi qu'il te faille, dit oncle Thomas. Sa voix était bourrue, mais ses yeux étaient humides. Les frais d'avocat, un endroit où loger. La famille t'aidera. La vraie famille. J'ai réfléchi à ce mot, famille. Ce qu'il signifiait, ce qu'il devrait signifier. Merci, dis-je, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre qui est ma véritable famille. Personne ne discuta. Je suis sorti par la porte d'entrée, dans la lumière du soleil de février. L'air froid semblait pur après la chaleur étouffante de l'intérieur. Mon téléphone vibra. Diana, elle est en cours de traitement. Audience pour la caution demain.
Richard parle. Il essaie de négocier un accord. J'ai regardé le ciel. Bleu clair. Infini. Bien, dis-je, qu'il parle. 2 jours plus tard, j'étais assise face à Diana dans son bureau, une pile de documents entre nous. Le dossier est solide, dit-elle. Preuve vidéo de sa présence sur les lieux, identification du témoin pour la signature falsifiée, reste du minuteur correspondant à un achat près de chez eux. Et maintenant? Elle fit glisser un papier sur le bureau. La déposition de Richard. Je l'ai lu. Les mots étaient flous au début, puis ils devinrent nets. Patricia a imaginé le plan après que nous avons pris du retard sur les paiements, à cause des dettes de jeu. C'était ma faute. Mais elle a dit que ça réglerait tout. Que Evelyne avait une bonne assurance. Que personne ne serait blessé. Personne ne serait blessé. J'ai posé le papier. J'ai hoché la tête lentement. L'indemnité d'assurance est déjà en cours de redirection. Vous êtes la bénéficiaire légitime. Vous l'avez toujours été. La compagnie coopère pleinement. 150 000 $, moins les frais d'avocat, devraient être sur votre compte sous 60 jours. J'ai pensé à cet argent, à ce qu'il représentait. Tout ce que j'avais perdu, converti en chiffres. Je veux une ordonnance de protection, dis-je, contre les deux. Ce sera fait. Et je veux que cela reste discret, pas de cirque médiatique. Je me suis levé et j'ai regardé la ville à travers sa fenêtre. Des gens marchaient, vivaient leur vie sans se douter de rien. Merci, Diana. Vous avez fait le plus dur, dit-elle, je n'ai géré que la paperasse. Petit point rapide, tout le monde, si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille pour votre propre santé mentale, tapez, je l'ai fait, dans les commentaires, parce que je sais que je ne suis pas seul. Et si cette histoire vous touche particulièrement ce soir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que fixer des limites n'est pas une trahison, c'est de la survie. Bon, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après. Les nouvelles vont vite dans les petites communautés. En 2 semaines, tout le monde savait. L'église que ma mère fréquentait depuis 30 ans, le club de lecture, les voisins qui admiraient son jardin. Tout le monde chuchotait derrière les portes closes. Tante Margaret me tenait au courant, que je le veuille ou non. Le pasteur lui a demandé de ne pas revenir, me dit-elle autour d'un café. Il a dit que c'était trop perturbant pour la congrégation. Tu imagines? Patricia, qui a organisé le bazar de Noël pendant 10 ans. Je pouvais imaginer. Très bien même. Richard a perdu son travail, continua-t-elle. Le propriétaire du magasin ne voulait pas de cette publicité, et quelqu'un a tagué leur porte de garage. Il a fallu la repeindre 2 fois. Je ne ressentais aucune satisfaction. Pas de pitié non plus. Juste un vide immense. Elle appelle tout le monde, dit Margaret, pour essayer d'expliquer, pour dire que c'est un malentendu, que les preuves ont été plantées, que tu as manipulé les enquêteurs. Elle secoua la tête. Plus personne ne répond. Tant mieux. Margaret prit ma main par-dessus la table. C'est ma sœur. J'ai grandi avec elle. Et ce qu'elle t'a fait. Sa voix s'étrangla. Ce n'est pas ça, la famille. Ce n'est rien que je puisse reconnaître. J'ai serré sa main, ce n'est pas ta faute. Je sais, mais je le ressens quand même. Nous sommes restés en silence. À l'extérieur, la vie continuait. Le jeu, finis-je par dire, c'était à quel point? Richard et ses dettes. Le visage de Margaret s'assombrit, grave. 180 000 $, peut-être plus, à des gens à qui on ne veut pas devoir d'argent. Cela expliquait le désespoir, même si ça n'excusait rien. Elle pensait pouvoir se sauver en brûlant ma vie. Elle s'était trompée. Oui, elle s'est trompée. La date du procès est arrivée par un jeudi gris d'avril. J'étais assise au dernier rang de la salle d'audience, regardant ma mère dans sa combinaison orange, les mains menottées. Ses cheveux avaient poussé, le gris apparaissait aux racines. Pas de rendez-vous chez le coiffeur en prison. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus vieille. Elle ne s'est pas retournée pour voir si j'étais là. Peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Le juge lut les charges, incendie criminel au second degré, fraude à l'assurance, falsification, conspiration.
Chaque mot tombait comme une pierre. L'avocat de Patricia, un commis d'office car Richard ne pouvait plus rien payer, avait négocié un accord de plaidoyer. Coupable sur tous les points, en échange d'une recommandation de réduction de peine. Patricia Carter, dit le juge, vous êtes condamnée par la présente à 6 ans de prison ferme, avec une éligibilité à la liberté conditionnelle après 4 ans. 6 ans. Ma mère aurait 62 ans à sa sortie, si elle sortait plus tôt. J'ai regardé ses épaules trembler, elle pleurait peut-être, ou c'était simplement le poids de la réalité qui retombait sur elle. L'audience de Richard fut séparée, car il avait pleinement coopéré. Le procureur lui a offert un accord, 18 mois de prison avec sursis, transformé en 2 ans de mise à l'épreuve sous réserve de 200 heures de travaux d'intérêt général et du suivi d'un programme pour son addiction au jeu. Le juge fut très clair, une seule violation, et il ferait ses 18 mois derrière les barreaux. Et son nom resterait gravé dans les registres publics pour toujours. Après le verdict, Diana m'a rejointe dans le couloir. L'argent de l'assurance a été versé hier, dit-elle. 142 000 $ après déduction des frais. C'est sur votre compte. J'ai hoché la tête. Ce chiffre me paraissait abstrait, dénué de sens. L'ordonnance de protection a été approuvée, continua-t-elle. Aucun d'eux ne peut vous contacter, directement ou par des tiers, pendant les 10 prochaines années. Merci. Elle a étudié mon visage, comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi. Vide, dis-je enfin. Mais libre. Elle a hoché la tête, comme si c'était logique. Ça l'était. J'ai commencé une thérapie 3 semaines après le procès. Le docteur Okonko avait des yeux doux et l'habitude de poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre, ce qui signifiait qu'elle était exactement la personne qu'il me fallait. Est-ce que vous leur pardonnez? A-t-elle demandé lors de notre 4e séance. J'ai fixé le plafond, pensive. Pardonner n'est pas ma priorité pour le moment, répondis-je. Ma priorité, c'est de guérir. Elle a souri, c'est une perspective très saine. Ah bon? Vous ne vous forcez pas à ressentir une émotion que vous n'avez pas. C'est une preuve de croissance. Croissance. Un mot si petit pour un changement aussi massif. J'ai emménagé dans un nouvel appartement fin avril. Plus petit que l'ancien, un studio dans un quartier calme, mais avec de bonnes serrures, un système de sécurité que j'ai choisi moi-même, et aucun souvenir. Jason m'a aidé à déménager. Tante Margaret a envoyé des fleurs. Oncle Thomas a apporté un plat préparé, et resté un moment, un peu gêné dans ma petite cuisine, avant de dire « Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit ». J'ai acheté une nouvelle guitare. Pas la même marque que celle que mon premier beau-père m'avait offerte, rien ne pourrait la remplacer. Mais quand j'en joue, je peux presque l'entendre à nouveau. Sa voix qui m'apprenait les accords, son rire quand je me trompais. Certaines choses ne se récupèrent jamais, mais on peut en construire de nouvelles. Les cauchemars se sont dissipés avec le temps. La fumée, le feu, le visage de ma mère, la voix froide de Richard. Il me rendait visite de moins en moins souvent. Certaines nuits, je dormais d'une traite jusqu'au matin. La famille, j'en ai conclu, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de choix, de savoir qui est là, qui vous protège, qui vous croit quand le monde entier vous dit que vous êtes folle. Ma mère biologique a essayé de me détruire. Ma famille de cœur m'a aidé à survivre. C'était suffisant. C'était tout ce qui comptait. La lettre est arrivée 2 mois après la sentence. J'ai reconnu l'adresse de l'expéditeur, le centre correctionnel pour femmes de l'État. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe était plus petite et plus soignée que dans mes souvenirs, comme si elle s'était appliquée. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais quelque chose m'en a empêché. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai lu. Chère Evelyne, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai perdu. Tu dois comprendre, j'étais désespéré. Les dettes de ton père nous écrasaient. Et j'ai pensé. Je ne cherche pas d'excuses. Ce que j'ai fait était mal, mais tu es toujours ma fille. Tu es toujours mon bébé. S'il te plaît, viens me voir. Laisse-moi t'expliquer. Je suis toujours ta mère. Avec tout mon amour, maman. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Puis j'ai pris une feuille et j'ai répondu. Pas pour lui envoyer, juste pour moi, Patricia, tu étais ma mère, mais la femme qui m'a élevé n'aurait jamais essayé de me tuer pour de l'argent.
Je ne sais pas qui tu es, et je n'ai pas besoin de le savoir. N'écris plus jamais. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je l'enverrai. Ou peut-être pas. Ensuite, j'ai fait bloquer le courrier venant de la prison par mon bureau de poste. Professionnel, net, définitif. Jason est passé dîner ce soir-là. Il a remarqué l'enveloppe de la prison dans ma poubelle. Ça va? J'ai réfléchi à sa question. Mieux que ça, dis-je enfin. Je suis libre. Il a souri. Tu veux de l'aide pour préparer le dîner? Avec plaisir. Nous avons cuisiné ensemble dans ma kitchenette, des pâtes aux légumes. Rien de compliqué. Avec un peu de musique douce, ma nouvelle guitare posée contre le mur. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, c'était mieux. Je suis assise dans mon appartement, maintenant, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. 6 mois depuis l'incendie. 4 mois depuis le procès. Une éternité depuis que j'ai cessé de croire que la famille était synonyme de sécurité. Parfois, je pense à ce que j'ai perdu. Les photos impossibles à réimprimer, la guitare qui chantait avec la voix de mon beau-père, la croyance naïve que ma mère m'aimait plus que l'argent. Ces choses sont parties. Mais voici ce que j'ai trouvé, une force que je ne soupçonnais pas, des amis qui sont devenus ma famille, la capacité de faire confiance à mon propre instinct, même quand tout le monde autour de moi disait que j'avais tort. Le feu détruit, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le feu révèle aussi la vérité. Il brûle la surface, les faux-semblants, les mensonges, les images soigneusement construites pour montrer ce qu'il y a en dessous. L'amour de ma mère était conditionnel. Il l'avait toujours été. Le feu a simplement fini par m'en montrer le prix. Si vous regardez ceci, si vous êtes dans une famille qui vous fait passer pour fou parce que vous dites la vérité, vous n'êtes pas fou. Vous êtes éveillé. Et être éveillé est terrifiant au début, mais c'est aussi le début de la liberté. Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 29 ans, et ma mère a essayé de brûler mon appartement pour l'argent de l'assurance. Elle a échoué. Pas parce que j'étais plus intelligente, ni parce que j'avais de la chance, mais parce que j'ai fini par arrêter de protéger des gens qui ne me protégeraient jamais. C'est la leçon la plus dure, et la plus importante, vous avez le droit de vous sauver, même de votre famille. Surtout de votre famille. L'incendie a emporté tout ce que je possédais, mais il n'a pas pu emporter qui je suis. Et au final, c'est tout ce qui compte. Avant de partir, voici quelque chose que cette expérience m'a apprise, la confiance se mérite, elle ne se présume pas, même avec la famille. Votre intuition existe pour une raison, quand quelque chose semble louche, c'est que ça l'est. Et fixer des limites, ce n'est pas abandonner les siens, c'est se protéger de gens qui vous ont déjà abandonné les premiers. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a aidé à vous sentir moins seul ce soir, déposez un cœur dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-lui cette vidéo. Il y a d'autres histoires comme celle-ci dans la description, n'hésitez pas à les regarder. Je m'appelle Evelyn, et je suis toujours debout. Et si vous traversez quelque chose de similaire, vous le serez aussi. Likez et abonnez-vous.